Allez, c'est parti pour le dernier live du Grand Forum du Patrimoine, un live consacré à la transition énergétique. C'est un sujet à la mode, tout le monde a envie d'y aller. Oui, mais à quel prix? Pour en débattre, nous sommes avec deux spécialistes. D'une part, Pierre Marion. Pierre, bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre, vous êtes le directeur commercial distribution de Tikeo Capital. Et puis à vos côtés, il y a Quentin Dumortier. Quentin, bonjour. Bonjour Frédéric. Quentin, vous êtes directeur des investissements et fondateur d'Atlas, Responsible Investors. Je l'ai bien dit, c'est bien ça? C'est parfait Frédéric. Merci. La transition énergétique, c'est un sujet à la mode. On va commencer un petit peu rapidement par quelques définitions. C'est quoi le périmètre de la transition énergétique, Pierre? Alors le périmètre, il est très large, mais c'est pas quelque chose à la mode. C'est la transition énergétique, c'est répondre à l'urgence climatique. Ouais. C'est quelque chose de très important et c'est une tendance séculaire. Et c'est une tendance séculaire qui peut être adressée à la fois par les individus et les consommateurs, mais surtout par le monde industriel, puisqu'on sait à peu près que éteindre la lumière chez soi ou fermer le robinet d'eau lorsqu'on se brosse les dents, c'est un bon geste, mais ça ne fait que peser pour 10% de la problématique, je dirais, liée il faut éteindre la lumière, il faut avoir des ampoules qui consomment peu. Notamment. Donc, il faut de la techno. Exactement, il faut de la techno. Il faut accompagner le monde industriel et le monde économique d'une manière générale dans la transition énergétique. Donc ça veut dire effectivement beaucoup d'applicatifs qui permettent d'aller répondre à cette urgence clé pour nous. Quentin, vous partagez cette définition? Alors tout à fait, effectivement, l'urgence climatique n'est plus une question, c'est un impératif. Oui, je vous ai un peu agacé quand j'ai dit que c'était un phénomène de mode. C'est plus profond que ça. Allez, on est d'accord. Disons que nous devons diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 si nous voulons respecter la trajectoire des accords de Paris. Cette trajectoire à 1,5 degré est très difficile à obtenir, atteindre, hein. Et il y a très peu de chances qu'elle soit atteinte. Néanmoins, c'est aujourd'hui l'affaire de tous, donc effectivement, nous en premier lieu, en tant que citoyens, mais aussi les entreprises, le régulateur, les gouvernements par rapport au cadre qui est donné aux entreprises, et nous, en tant qu'investisseurs, nous avons également un rôle à jouer en donnant du capital aux entreprises qui permettent justement l'innovation nécessaire pour atteindre ces objectifs. En termes d'univers d'investissement à transition énergétique, ça concerne, vous disiez, ça concerne un peu tout le monde. En termes d'univers d'investissement, ça veut dire on va avoir aussi bien des entreprises qui développent des technos pour faire de la transition énergétique que des entreprises consommatrices de ces technos. Donc c'est un spectre assez large, non ? Alors tout à fait. Chez nous, par exemple, nous ne considérons pas la transition énergétique comme étant uniquement l'affaire des pétroliers. Elle concerne tous les secteurs. On sait que 30% des émissions viennent donc de l'électricité, mais 30% des émissions de gaz à effet de serre viennent de tout ce qui est manufacturier. D'accord. Donc, le plastique qu'il y a dans cette salle, donc tous les fibres synthétiques de votre magnifique cravate, oh là là. Tout ça, c'est des dérivés du pétrole. D'accord. Il y a aussi les émissions qui viennent de l'agriculture, 20% des émissions. Donc ce sont des considérations transverses, effectivement, dans chaque secteur, que ce soit le secteur agricole, le secteur de la consommation, le secteur de l'industrie, ouais. Il y a donc des pratiques à améliorer. D'accord. Tout le monde est concerné, aussi bien les particuliers, les consommateurs, que les entreprises, qu'elles soient productrices de ces technologies ou consommatrices de ces technologies. On est un peu quand même sur les producteurs de ces technologies, sur des secteurs un peu de pointe quand même, non, Pierre ? Ça dépend, hein. C'est pas forcément des secteurs de pointe. Alors après, tout dépend comment on l'approche aussi en termes d'univers. Chez Tikeo Capital, vous le savez, on a une grande franchise dans les actifs privés. Donc, ouais. Qui dit actifs privés dit le private equity, ouais. la dette privée, ouais. L'immobilier non coté. Et on traite aussi des fonds dits UCITS, donc un univers d'actifs cotés. Mais l'approche n'est pas forcément la même quand on est sur, je dirais, ces deux segments. D'abord, parce que quand on est dans les actifs privés, on va effectivement pouvoir accompagner des entreprises où on achète tout ou partie de cette entreprise, ouais. Surtout si on est sur du private equity, du capital investissement. Et donc, on va pouvoir cibler d'autant plus des PME ETI françaises, européennes, voire d'autres pays, bien évidemment, mais qui vont participer clairement à cette transition énergétique. Nous, on l'a identifié à travers 3 piliers très clés. C'est la mobilité bas carbone, c'est l'efficience énergétique, qui est un très gros tiers d'ailleurs, et sur lequel on peut vraiment agir, non pas facilement, mais en tout cas efficacement à long terme. Et puis, c'est effectivement les énergies renouvelables. Ok. Même question pour vous chez Atlas, votre terrain de jeu, c'est aussi du côté et du non-côté? Alors nous, c'est du côté. Donc nous, on est un hedge fund. Donc on prend des positions longues sur les actifs cotés et nous prenons des positions short. Donc nous parions à découvert contre les sociétés qui, elles, en revanche, ne participent pas justement à la transition d'une économie vers ces accords de Paris. Donc vous êtes convaincu, vous, que les entreprises qui ne prennent pas ce virage
vont à terme peut-être pas être condamnés, mais pénalisés. Absolument. Absolument, dans la mesure où il n'y aura ni relais de croissance, ni primes accordées par le marché à des activités qui sont polluantes. Il y a de nombreux exemples, notamment dans le cadre de la construction, par exemple. On peut penser également aux cimentiers et à des industries qui sont extrêmement émettrices, donc qui elles vont devoir être pénalisées davantage d'année en année. Et le pricing de cette pénalisation, effectivement, quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. Les régulateurs s'y penchent et c'est très difficile aujourd'hui pour les analystes d'aller attacher des. Vous assumez de gérer un hedge fund et de faire du long short. Et vous dites, il y a les bons, entre guillemets, les bons élèves de la classe, les moins bons, et on short les moins bons. Exactement. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Oui, j'imagine, bien sûr. Mais on détermine effectivement des univers d'investissement de sociétés qui font les choses bien, donc qui vont participer à la transition énergétique, et des univers d'investissement constitués de sociétés qui, elles, ne vont pas dans la bonne direction. Et nous allons chercher ensuite nos longs et nos shorts dans ces univers respectifs d'investissement en fonction de caractéristiques de risque-retour, donc fondamentales. Ok, c'est clair. Ça me fait alors merci Quentin, ça me fait un bridge pour ma question suivante. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple emblématique de valeur que vous mettez en portefeuille sur ce thème de la transition énergétique, et puis un contre-exemple, un mauvais élève? Alors souvent les gérants sont à l'aise pour parler des bons élèves, et souvent ils disent ah non, ça m'ennuie. Pour repiquer sur la question de tout à l'heure, lorsqu'on est en capital investissement ou en dette privée, les mauvais élèves, en fait, on a la chance, on peut ne pas les regarder, en fait. Oui. Donc, nous, on fait une sélection dans l'univers des meilleurs élèves. Même s'ils sont à la mode. C'est vrai que quand on est investisseur en actions cotées, il y a des phénomènes, des engouements sur certaines valeurs cotées, c'est difficile de laisser passer le train. Oui, alors là, en l'occurrence, quand on est en capital investissement, encore une fois, ou en dette privée, ou même en immobilier, l'immobilier, c'est un vrai sujet dans la transition énergétique demain, puisque on sait que, en soi, l'immobilier est un des gros un gros poste de dépenses de carbone, et qu'on peut agir justement dans la transition énergétique de demain avec des outils, etc. Il y a beaucoup de choses que l'on connaît, que l'on maîtrise pour agir là-dessus. Mais pour revenir encore une fois à ce capital investissement, c'est que on peut ne pas sélectionner, si on le souhaite, les valeurs qui nous intéressent pas. Maintenant, moi, je peux vous donner deux exemples. Un dans le non-coté et un dans le coté. Ok. De valeurs in. De valeurs in, exactement. Dans les valeurs in du non-coté, on peut parler éventuellement d'une boîte qui participe à la transition énergétique sur l'efficience énergétique, l'un des 3 piliers dont on parlait tout à l'heure. C'est une société qui fournit des portes de frigo pour les chambres froides des supermarchés. Quelque chose d'assez simple, en fait. Mais en fournissant ces portes de frigo et en les posant et en les maintenant, cela permet, imaginez-vous, avec les quelques milliers de kilomètres linéaires de portes qu'ils ont posées, par exemple, l'année dernière. C'est un impact concret, c'est ça. C'est un impact qui est énorme, puisqu'en fait, il permet quasiment de baisser de 50% la facture d'électricité de ces supermarchés. Puisque forcément, ils chauffent moins d'un côté et ils refroidissent moins de l'autre. Et là, c'est un cas intéressant, parce qu'on n'est pas, effectivement, quand on parle de transition énergétique, on pense hydrogène, etc., sur des choses techno très pointues. Là, on est sur de la techno qui est un petit peu... on est sur de la techno qui permet de traiter ce pilier très important qui est l'efficience énergétique. C'est-à-dire qu'avant d'essayer de mieux de consommer d'utiliser de l'énergie plus verte, on peut déjà moins consommer d'électricité. Et en fait, on a un nombre d'applicatifs qui sont énormes dans le monde entier et qui vont permettre certainement de maintenir ce challenge. Donc ça, c'est une valeur non cotée. Ça, c'est une valeur non cotée. Alors pour française, étrangère. En l'occurrence française, et pour vous donner un ordre d'idée de l'impact que l'on peut avoir, l'efficience énergétique apportée par ces portes de frigo, elle permet de compenser la consommation de la ville de Paris, des citoyens de la ville de Paris en électricité sur une année. Ok, donc c'est un vrai impact. C'est un vrai impact. Du côté coté, on peut vous parler éventuellement d'une valeur qui s'appelle Ardagh, pour lequel on est porteur de l'émission obligataire. On prendra peut-être après justement les applicatifs que Tikehau Capital a développés en termes de solutions d'investissement dans les actifs cotés. Ardagh, ça fait quoi? Donc Ardagh, c'est un des leaders mondiaux de l'emballage. Et Ardagh est convaincu que effectivement, alors que déjà on est sur des applicatifs justement papier, verre, qui sont déjà recyclables, mais ils sont en train de lancer un four de nouvelle génération qui qui fonctionne à l'électricité verte et qui va permettre de baisser de 50% les émissions carbone, puisque c'était des fours qui souvent dans le processus de recyclage étaient très consommateurs d'énergie fossile. D'accord.
Quant à même question, et on reviendra tout à l'heure sur vous, Pierre, les out, les in, les valeurs, un exemple de valeur que vous avez en portefeuille que vous aimez bien, qui est représentative de ces entreprises vertueuses, bien orientées. Il y en a beaucoup, fort heureusement, et beaucoup sont dans la bonne direction. Je rebondirai un petit peu sur ce que disait Pierre en termes de l'importance de l'efficience énergétique. Oui. C'est-à-dire que on parle quand même de réduire ces émissions de gaz à effet de serre à un moment où on doit quand même accompagner la croissance. Comment fait-on pour avoir une croissance qui soit accompagnée d'une schizophrène, quoi. Exactement. Et c'est là où on peut trouver des solutions comme celle que Pierre mentionnait. Et nous, on cherche aussi parfois des sociétés qui changent complètement les paradigmes et les business models, notamment en termes de consommation. Donc on pense à des marketplaces, donc on a des sociétés par exemple de marketplace aux États-Unis comme The Real Real ou FredUp, qui sont des plateformes qui permettent en fait d'échanger des vêtements usagés et qui du coup dans un mode de consommation circulaire changent complètement le paradigme de la consommation. Il faut savoir qu'en France par exemple, chaque année, un Français en moyenne jette à la poubelle 10 kilos de vêtements. 10 kilos. Et achète 10 kilos de vêtements. Donc, c'est du consommable. Voilà. Donc ça, c'est du consommable qui se retrouve dans des décharges en Afrique qui n'est pas nécessairement réutilisé. Ouais. Donc, on a des sociétés également qui permettent... Donc ça, on aime bien parce que économie circulaire, parce que recyclage, réutilisation, et donc, in fine, ça a un impact positif sur la facture. Ça participe du nouveau mode de consommation qui sont nécessaires pour arriver à ces objectifs. Alors après, il y a aussi des sociétés, là je pense une société française. Allez, on balance le out, une société... Une petite société française qui est intéressante quand même, parce qu'il faut rendre hommage à ces ingénieurs là qui développent des solutions quand même très originales. Donc une société qui s'appelle Carbios, donc qui recycle justement du textile et qui en fait du PET recyclé translucide. Et ce type de société permet aux plus grands groupes, donc les L'Oréal, les Procter, d'atteindre leurs objectifs en termes de politique plastique. Donc ça, c'est vraiment des pépites, donc des sociétés cotées, qui permettent de participer pleinement à la réalisation de ces objectifs de développement durable qui forment un peu la colonne vertébrale de notre portefeuille. Alors des sociétés out, il y en a dans de nombreux secteurs. Donc c'est simple, dans la construction, on en a parlé, dans les cimentiers, mais aussi dans les pétroliers. Certains pétroliers affichent des ambitions effectivement... Est-ce qu'on peut être pétrolier et être in? Est-ce qu'on peut être pétrolier et avoir une vraie démarche de transition énergétique? Vous pensez que conceptuellement c'est possible ou est-ce que par essence... Alors c'est possible et c'est souhaitable, je dirais même plus, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter au pourcentage de green revenue d'une entreprise, il faut regarder quel est l'impact en valeur absolue. Donc on regarde les moyens financiers colossaux, les free cash flow générés chaque trimestre. Heureusement que les majors se sont orientés elles aussi dans une transition, je dirais, radicale vers de nouveaux business models en termes d'énergie renouvelable. Donc c'est souhaitable, c'est bien. Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que il y a d'autres technologies, de l'innovation à pousser dans notre portefeuille? Oui. Et je pense que c'est un petit peu ça l'originalité en fait de notre approche, c'est d'essayer de trouver justement ces pépites. Et c'est un peu ce que disait également Pierre, c'est l'innovation qui va nous permettre en fait d'atteindre ces objectifs en termes de transition énergétique. D'accord. Ok, c'est clair. Il y a un thème que j'aimerais qu'on aborde. On parle soit de sociétés non cotées, soit de petites entreprises, de petites valeurs cotées. Est-ce qu'il n'y a pas une volatilité intrinsèque à ce type de valeur? Alors, bien sûr. Qui parfois, j'ai en tête McPhy qui a eu un parcours boursier stratosphérique avec parfois quand même de la volatilité. Le français McPhy. C'est un point très important. Alors, on a mentionné des exemples de petites sociétés. J'aurais aussi mentionné le fait que des Schneider, des Veolia et des plus grosses sociétés font des choses exemplaires en la matière. En revanche, effectivement, il est très important de mentionner que beaucoup de volatilité est due à l'immaturité de ces technologies et l'immaturité des profils financiers de ces sociétés. Donc qui sont parfois très richement valorisés avec très peu de bénéfices, mais parfois très peu de ventes. C'est donc représentatif de la valeur de croissance, ça. On achète une promesse de business futur. Oui, mais alors est-ce que c'est un moment où se définissent un peu de nombreuses technologies? Effectivement, ça peut être un obstacle à l'investissement, en particulier pour l'investisseur non averti. Et c'est pour ça que typiquement pour nous, en termes de sizing dans les portefeuilles, ces sociétés seront sizées de manière appropriée pour ne pas impacter plus que ça la volatilité du portefeuille. Et c'est un point important parce que je pense qu'un des plus gros risques de l'engouement actuel, effectivement,
pour la transition énergétique, mais je dirais même pour l'ESG en général, c'est de voir la formation de bulles de valorisation dans certains secteurs. On l'a vu avec les énergies renouvelables donc en fin d'année dernière, et typiquement c'est redégonflé cette année. Et il faut juste être averti et continuer à regarder les profils de valorisation. Pierre Marion, la volatilité, est-ce que c'est un sujet? Parce que la théorie dans les écoles, on dit la volatilité est un risque pour l'investisseur. Ça dépend de l'horizon dont on dispose. Pour vous considérez que c'est un risque, c'est un sujet ou pas nécessairement? Frédéric, je vous rejoins sur la logique de l'horizon d'investissement. Effectivement, quand on a une vision, et comme vous le savez, Tikehau Capital, qui a un ADN plutôt de capital investissement, de private equity, forcément, on l'applique dans le monde coté. Donc, quand on a une vision sur une entreprise, on a une vision à long terme. Donc, ce qui se passe entre-temps, j'ai envie de dire, ne nous embête pas plus que ça, si ce n'est qu'effectivement, après, lorsqu'on a des valorisations quotidiennes sur des fonds ouverts, l'épargnant, lui, va effectivement voir des choses fluctuer, il va pas forcément comprendre. Maintenant, ça, c'est la vie. C'est la vie, et c'est la vie pour à peu près toutes les valeurs. On le voit bien sur les marchés récents, on peut avoir des marchés des journées très haussières et des journées parfois qui sont très baissières. Par contre, quand on revient sur la logique de sociétés qui travaillent sur la transition énergétique, on l'a tous compris, ce n'est pas un thème. C'est une urgence climatique, donc c'est forcément quelque chose qui, justement, se même s'il y a de la prolonge volatilité, potentiellement. Il y a un trend porteur. Il y a un trend porteur qui est si important que et en plus, finalement, c'est de notre responsabilité aussi de faire flécher cette épargne vers ces valeurs qui participent à la transition énergétique. Il y a un trend porteur, c'est ce que disait Quentin tout à l'heure quand il disait, nous, on short ceux qui sont out, qui sont pas sur cette logique de transition énergétique, on les short, parce qu'il y a un moment, ça va impacter leur business. Ça, en même effet. s'il y a de la volatilité exactement. à court terme, il y a un vrai courant porteur. Voilà. Et puis après, il faut le prendre aussi, et c'est un petit peu la problématique, nous, d'appliquer ce que l'on fait dans le monde non coté, qui est, je dirais, plus simple, puisqu'on est finalement en face d'une entreprise. Et on participe soit à une augmentation de capital, soit au financement de sa dette. Donc on discute ensemble au préalable, finalement, de structurer une solution de financement pour eux. Lorsqu'on est sur un monde coté, l'émetteur, il existe. L'émission, elle existe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'accompagner cet émetteur, quel qu'il soit, ou cette entreprise, alors que la solution de financement, elle existe déjà? Bon, en fait, c'est finalement une solution qu'on peut leur apporter. En tout cas, c'est comme ça que l'on fait, nous, dans le marché du crédit, et notamment avec une solution qu'on a lancée autour de l'impact dans le crédit à haut rendement. C'est une solution qu'on leur apporte. C'est qui leur permet, et qui permet finalement d'accompagner des entreprises qui ne sont pas forcément engagées, non pas parce qu'elles ne le veulent pas, c'est juste parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de comprendre dans quel environnement elles travaillent, de comprendre comment elles peuvent réduire son empreinte carbone en regardant ce qui se fait autour d'eux, dans leur secteur, etc. Et nous, on a l'ambition de pouvoir, avec une plateforme qu'on a créée, les accompagner. Votre voisin qui réagit, moi je veux juste dire une chose, la transition énergétique c'est bien, mais c'est vrai que ça a un coût aussi pour les entreprises, parce que quand on change des process, quand on change de fournisseurs, quand on change de machine, vous évoquiez tout à l'heure quelque chose comme une porte de frigo sur des linéaires, ça a un coût. Mais c'est un coût, mais c'est une opportunité aussi. C'est une opportunité qui, en soi, est en plus un risque potentiel pour l'entreprise demain, puisque c'est vrai que quand on parle de ESG, on est tous d'accord pour dire que les piliers sociétaux et de gouvernance, en fait, les vrais sélectionneurs de titres ou d'obligations le font d'une manière, je dirais, d'une manière normale. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de notre process de vision financière, d'analyse financière. La partie environnementale, c'est vrai que ça a été traité par la suite, mais aujourd'hui, c'est un risque, et notamment un risque de réputation potentielle pour les entreprises les moins vertueuses. Je vois Quentin Dumortier qui voulait, je vous voyais réagir. Non, je pensais au côté crédit, equity, effectivement, je pense que ce qui est important pour moi, c'est de dépasser un petit peu parfois l'ownership en fait de l'actif, que ce soit des actionnaires privés, des sociétés cotées, que ce soit de la dette, un financement par de l'equity. Au final, ce qui compte, c'est effectivement de remettre l'investisseur au milieu du processus d'accompagnement des dirigeants. Et typiquement, en tant qu'actionnaire, nous, on a une approche qu'on appelle constructiviste. Donc, c'est l'activisme constructif. On s'appuie sur des réseaux d'experts sur chacune de nos thématiques. Et notre idée d'actionnaire engagé, c'est effectivement d'aider les sociétés que nous avons en portefeuille à appliquer de meilleurs procédés et surtout à être challengé sur une target. Parce que si vous voulez, vous n'avez pas un seul CEO à Davos qui ne va pas avoir des pledges incroyables à l'horizon 2050. Oui. Mais l'horizon 2050, c'est le problème du successeur de son successeur. Donc ça n'engage à rien. Exactement. Et donc c'est là où nous, en tant qu'investisseurs actifs,
on doit 2050, s'assurer... c'est bien, mais demain, qu'est-ce que vous faites? Exactement, on doit s'assurer aussi du réalisme donc des indicateurs donc sur la transition énergétique comme sur d'autres aspects et les accompagner. Et je pense qu'en ça, on voit notamment l'importance sur les marchés cotés, étant donné la taille des entreprises dont on parle, d'avoir des investisseurs activistes. On a vu aux États-Unis un tout petit fonds avec une pause de 40 millions faire basculer le board d'ExxonMobil, qui est une des sociétés les pires en termes de transition énergétique. Ouais. Donc pour nous, ce pouvoir du faible au fort, cette capacité d'activisme qui est au cœur donc de l'actionnariat boursier est vraiment importante à mettre en œuvre. J'imagine que chez Tikehau Capital, sur du non-coté, vous avez cette même problématique parce qu'un accès plus facile au board des entreprises pour justement partager vos convictions. Évidemment, enfin ça, encore une fois, c'est forcément plus facile de le faire et par la sélectivité aussi. C'est-à-dire que quand nous, on crée un fonds dédié à la transition énergétique dans le capital investissement, on ne sélectionne que des valeurs qui répondent aux 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure. Mais il faut comprendre aussi qu'on va même aujourd'hui plus loin, puisque dans cette problématique d'aller flécher l'épargne aujourd'hui vers des produits qui sont associés à cette transition énergétique, enfin qui vont participer à cette transition énergétique. Aujourd'hui, on le fait même dans la dette privée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle à une entreprise que l'on finance, eh bien, on va identifier avec elle les objectifs de développement durable qui peuvent être cohérentes avec son secteur d'activité. On va regarder du coup quel impact elle peut avoir sur ces objectifs de développement durable pour baisser en premier lieu son empreinte carbone. C'est en tout cas la plupart du temps, c'est cette première urgence que l'on prend en compte. Et ça, on va le mettre dans le prospectus des financements des entreprises que l'on a. Donc derrière, ça veut dire que si elles répondent à tous les enjeux qu'on a identifiés avec elles, eh bien, elles vont payer un financement moins cher. Sans être trop technique, si c'est possible, parce que j'ai un gérant de hedge fund, donc souvent, il peut y avoir des procédés techniques un petit peu sophistiqués. Est-ce qu'on peut parler de votre process de gestion? On a un peu parlé du type de valeur que vous mettiez en portefeuille, le in, le out. Une fois que c'est en portefeuille, je crois que c'est vous, Pierre, vous nous disiez, on est sur des trends qui sont longs, donc c'est pas parce qu'il y a de la volatilité à court terme qu'on va sortir la valeur. Ça se passe comment une fois qu'on a une valeur en portefeuille? On lui donne 10 ans, 15 ans, 20 ans? À quel moment on extériorise sa plus-value? Alors, question un peu de bourrin, je suis désolé, mais... Dans le non-coté, c'est simple, on a un cycle d'investissement. Donc, en fait, on sélectionne au préalable l'entreprise et elle sort en fonction de la date, la maturité de l'investissement sous-jacent. Dans le côté, et c'est justement les solutions qu'on lance depuis quelques mois, on est plutôt à avoir une vision à 4-5 ans qui est en fait globalement la vision on laisse à la valeur le temps de respirer. On laisse le temps. Par contre, on a mis en place au préalable, et pour qu'elle fasse partie du portefeuille, on a mis en place avec cette valeur qui sont souvent encore une fois des valeurs complètement délaissées, soit parce qu'elles répondent pas aux secteurs clés liés à la taxonomie, soit parce qu'elles sont pas émetteurs de green bonds. Donc là, on parle plutôt du monde obligataire et du monde du crédit. Et donc, pour aller chercher justement tout ce gisement, qui est finalement ce monde des entreprises qui potentiellement peut accompagner plus fortement la problématique liée à la transition énergétique, on les accompagne, on ouvre un dialogue. On ouvre un dialogue avec elles, on met en place des critères clés qui nous permettent d'identifier encore une fois la baisse d'empreinte carbone que l'on peut avoir, et on est très exigeant, puisqu'à la fin, nous, notre volonté, c'est de faire baisser de 30% l'empreinte carbone par rapport à un indice à haut rendement ESG. Donc voilà, c'est très engageant. Alors, même question, parce que, alors vous, je le rappelle, vous gérez un hedge fund. C'est quoi le ticket d'entrée? Juste une petite parenthèse, parce que qui dit hedge fund, souvent, il y a des conditions d'entrée. Alors, historiquement, effectivement, les tickets d'entrée étaient entre 5 et 10 millions. Et là, on a une approche assez révolutionnaire, je dirais, en fait, où on lance au premier trimestre de l'année prochaine le fonds sous format UCITS. Pour justement permettre à tout le monde, à partir d'un ticket minimum, de démocratisation, 100 000 euros, peu importe, de pouvoir accéder à cette solution de retour absolu. Donc, pour reprendre un petit peu votre question sur le processus d'investissement, alors, au risque de vous décevoir, nous, c'est très simple au final. En revanche, on a un impératif de performance absolue, avec un contrôle de la volatilité, je dirais, très fort. Donc, on génère 7 à 8% de performance par an avec une volatilité de 6-7. Donc, une stratégie low risk. Et donc, pour faire cela, on doit effectivement avoir un mode de risk management assez actif.
Typiquement, l'année dernière, quand tous les renouvelables avaient re-raté donc de 40-50%, on ne trouvait plus en fait d'upside dans les sociétés que nous avions en portefeuille par rapport à nos objectifs donc de rendement annuel, et donc nous sommes sortis de ces objectifs, de ces sociétés. D'accord. Et donc en fait, c'est en permanence un arbitrage en fait entre les couples risque-rendement et le prix auquel tradent les sociétés. Ok. Sachant que sur le process d'investissement, un point qui est important à noter, c'est que aujourd'hui, seuls 10% des sociétés du MSCI World sont alignées avec une trajectoire en ligne avec les accords de Paris. Donc, moins de 10% des sociétés du MSCI World. Donc, nous, notre univers d'investissement, en fait, il passe de 3000 sociétés à 300 sociétés. Il se réduit et là-dedans, effectivement, on choisit les meilleurs risk-reward. Donc, faut faire vraiment attention aux pledges. Quand on additionne tous les pledges de toutes les sociétés, en fait, faut regarder comment ça se traduit très concrètement. Parce que tout le monde arrive la main sur le cœur en disant oui, bien sûr. Et puis, souvent, c'est un peu du greenwashing. Une question un petit peu technique, Quentin. Vous faites du hedge. Souvent, sur les hedges, il y a des lock-up. On peut pas rentrer et sortir. Si vous allez en OPCVM, en UCITS classique, les gens rentrent et sortent. C'est pas une contrainte quand on gère un hedge fund d'avoir des investisseurs qui rentrent, qui sortent comme ça? Alors, vous savez, et là, je vois votre collègue Pierre qui opine et qui dit bah oui. Alors, le lock-up est un confort. On va pas le nier. Bah oui. En revanche, pour moi, la liquidité de la stratégie, la liquidité du fonds doit correspondre à la liquidité des sous-jacents. D'accord. À partir du moment où nous investissons à 70% dans des large cap, la liquidité quotidienne n'est pas pour nous un souci. Donc c'est vraiment une histoire de matching entre la liquidité des sous-jacents et la liquidité de la share class. Il nous reste peu de temps. J'ai encore deux questions importantes pour vous. Quel rôle et quelle place dans les portefeuilles pour la transition énergétique? Vous savez, sur les gens de ma génération, on dit c'est cœur, c'est satellite, on en met beaucoup, pas beaucoup. Je trouve que la transition énergétique, on le voit bien, on est en pointe, on est sur justement des entreprises, des valeurs qui sont en mutation. C'est cœur de portefeuille, c'est la diversification, on en met beaucoup, on n'en met pas beaucoup. Concrètement. Oui, on risque de se répéter, mais je pense qu'avec Quentin, on est tout à fait d'accord. On n'est pas sur une thématique, on est sur une tendance de long terme sur lequel, effectivement... Donc on y va. Bien sûr qu'on y va, et en plus, c'est clé. C'est-à-dire que dans urgence climatique, il y a urgence. Donc voilà, c'est simple. Nous, nos stats, il faut flécher 2% de l'épargne mondiale pour pouvoir répondre à cette problématique aussi de réduction de l'empreinte carbone au niveau mondial. Donc on y va, et on y va partout, dans le non-coté et dans le côté notamment. Ok. Du hedge fund, on en met combien? Du hedge fund ça dépend de votre appétence à la volatilité. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la transition énergétique, c'est un terme transversal. Pour moi, c'est un impératif. Et encore une fois, il y aura autant de stratégies liées à la transition énergétique que de gérants. Donc, quel est votre profil de risque? Quelle est la classe d'actifs, le type de stratégie que vous favorisez? Nous, dans notre cas, c'est une stratégie de retour absolu, low vol, donc avec une liquidité quotidienne. Donc, c'est plutôt ce qui se situe du côté plus safe en fait du spectre. Bon, voilà, je pense que il y a un impératif, en tout cas, quand je me mets à la place de l'épargnant, qui veut avoir... Donc 75% des Français veulent avoir une épargne qui soit consciente de la transition énergétique. Et seulement 15% investissent dans des produits qui y sont liés. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a un manque de pédagogie, il y a un manque de produits. Et donc, c'est un peu pour ça que on est là aujourd'hui, d'ailleurs, je crois. Ok. Allez, pour conclure, vos ambitions à 5 ans, à l'un et à l'autre, Tikehau Capital, on connaît, mais c'est une entreprise qui bouge vite. En revanche, c'est vrai que Atlas Responsible Investors, vous êtes un peu moins connu. Vous allez me dire, dans 5 ans, comment vous voyez la structure. Tikehau Capital, dans 5 ans, ça ressemble à quoi? Ce sera beaucoup de produits qui seront notamment SFDR 9, puisqu'on quand on parle d'impact, on parle aussi, il y a une réglementation aujourd'hui et une nomenclature qui est en place. Donc aujourd'hui, tous les produits que nous lançons, je dirais quasi exclusivement, sont et seront SFDR 9. Donc c'est très engageant. Et en termes de groupe, par exemple... Pour vous, c'est clair. Ça va être une norme de base. C'est une norme de base, en effet. Mais après, il faut penser applicatif. Parce que dans 5 ans, même, je vais vous dire, nous, dans 3 ans, ce qu'on veut faire, c'est on veut être à 5 milliards en stratégie d'impact. Aujourd'hui, on est à 1,5 milliard. D'accord. Donc, il y a une vraie croissance importante. Mais c'est parce qu'aussi, effectivement, et je rejoins Quentin, les épargnants et les investisseurs, qui sont institutionnels aujourd'hui ou particuliers, sont en demande effectivement de sens,
à la fois de financement de l'économie réelle et de sens. Donc on peut, avec des produits à impact, le faire. Et je vais même vous donner une façon de pouvoir le faire, et j'espère l'année prochaine, parce qu'on est assez, je dirais, on aime l'innovation et on veut essayer de l'accompagner. C'est que la problématique aujourd'hui des actifs privés que l'on gère, c'est difficile de donner accès à un client particulier à ce genre de solution. Donc on est en train de travailler sur une unité de compte qui utiliserait des actifs privés, avec la problématique de liquidité, mais qu'on peut être amené à gérer demain, et qui serait SFDR 9, qui n'utiliserait que des sous-jacents à impact qui sont gérés par Tikehau. Ok. Donc on se revoit l'année prochaine pour ça. Donc on se revoit l'année prochaine. Allez, Quentin Dumortier. Alors, Atlas, moi je dois avouer que Atlas, Responsible Investor, avant de vous connaître vous, je ne connaissais pas cette société. Vient d'où? Vous êtes un ancien militaire, je crois. Exactement. J'ai passé une dizaine d'années à l'armée. J'étais capitaine dans un régiment parachutiste. Suite à quoi j'ai complètement changé. C'est ce qui vous a donné le goût du risque. Ça m'a donné le goût du contrôle du risque, plutôt, je dirais, et de la performance. Contrôle du risque. Et effectivement, les enjeux sont pas nécessairement les mêmes. En tout cas, le contrôle du risque est tout aussi présent dans un hedge fund. Donc, moi, j'ai lancé Atlas il y a 2 ans pour réconcilier donc impact et performance absolue. Donc, nous sommes le premier hedge fund B Corp. Donc c'est une certification qui se développe beaucoup en Europe et qui est née initialement aux États-Unis. Nous sommes rentrés en France il y a 1 an. Nous avons ouvert le bureau de Paris effectivement pour répondre à la demande d'une clientèle institutionnelle donc européenne suite au Brexit. Et notre ambition est d'être donc sur nos 2 stratégies long only et long short à 1 milliard d'actifs d'ici 5 ans. Sachant que l'objectif principal c'est effectivement de développer des stratégies qui soient exclusivement SFDR 9 pour permettre justement aux investisseurs de trouver des stratégies qui soient sans compromis sur la performance tout en permettant d'atteindre les objectifs d'impact qui sont les leurs. C'est clair, mais écoutez, je vous souhaite succès à l'un et à l'autre sur vos projets et vos ambitions et on se retrouve l'année prochaine pour voir comment ça évolue. Merci. Merci. Merci Frédéric.